1962, Telstar, interprété par les Tornados. Plus tard, bien sûr, il y a eu Apollo et les premiers pas sur la Lune, et entre-temps Yuri Gagarin et John Glenn. Mais Telstar, c'était suffisant pour nous faire rêver. Un satellite artificiel comme une nouvelle planète, tournant autour de la Terre à la façon de la Lune. En ce qui concerne Spoutnik, j'étais trop jeune, j'avais 4 ans. Et puis, je ne prenais pas cela très au sérieux car maman avait ainsi baptisé les suppositoires qu'elle m'administrait assez régulièrement, comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent. Telstar, c'était autre chose. D'abord, j'avais l'âge d'être impressionné, de rêver en y pensant, de m'imaginer voguant à l'intérieur. En levant les yeux au ciel, j'étais bien persuadé de l'apercevoir. Ensuite, j'avais le sentiment que c'était quasiment une réalisation française, puisque son premier acte fut d'établir une communication avec le centre de Pleumeur-Baudou. Et Pleumeur-Baudou, c'était en France, en Bretagne, comme en témoignait le timbre bleu de 0 francs 50 que m'offrit mon père pour ma collection. Et puis surtout, il y a eu la chanson, ou plus exactement le morceau, puisque c'est un instrumental. Il commence par d'insolites sons. Un vrombissement, évoquant un décollage, celui de la fusée Delta, une sorte de brouillage radio, peut-être le bruit d'un radar. J'ignore si les radars émettent un bruit, et si tel est le cas, à quoi ils ressemblent. Puis, sur une rythmique qui évoque plutôt la conquête de l'Ouest que celle de l'espace, une montée chromatique, symbolisant l'ascension de la fusée, nous conduit à la mélodie jouée par un clavier électronique au son nasillard. Plus tard, la contre-mélodie sera exécutée par une guitare au vibrato tellement représentatif de l'époque. Voilà. Ce disque s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Ce morceau a été repris par des dizaines d'orchestres, de groupes, de chanteurs, parmi lesquels les Sputniks et Telstar, quelle alliance! 4 Suédois qui posaient sur la pochette de leur album avec des scaphandres. Est-ce un faux mouvement avec le casque qui avait totalement décollé les oreilles du bassiste? Les Shadows. Et surtout, Colette de Réal et les compagnons de la chanson, avec un texte de Jacques Planté. Tout là-haut, plus haut que les oiseaux, un astre brille dans le ciel. Cette année-là, je ne suis pas allé sur la Lune. Je ne suis jamais allé sur la Lune, bien qu'ayant promis un jour à ma fille que, si le tourisme interplanétaire se démocratisait, j'irais là-bas avec elle. En revanche, je collectionnais les drapeaux de l'Alsacienne. Rappelez-vous, dans chaque paquet de gâteaux, Chamonix orange ou petit exquis, on trouvait un drapeau métallique aux couleurs d'un pays. On pouvait replier 2 petites pattes et ainsi le faire tenir debout. Au dos étaient fournies quelques informations sur le pays en question. Sa capitale, sa population, sa monnaie. Il nous arrivait en récréation de les jouer aux billes, tout comme nous jouions les soldats trouvés dans le café Mocarex, et Mokarev pour le décaféiné. Quand on avait obtenu tous les drapeaux, on pouvait commander le drapeau-rama, un présentoir en carton représentant l'Europe. Elle ne comptait alors que 31 États contre plus d'une cinquantaine aujourd'hui, sur lequel on plantait chaque drapeau à la place qui lui était assignée. Le clou, c'était une petite couronne en haut de ce présentoir, destinée à exposer les 5 plus petits États. Andorre, Liechtenstein, Vatican, Saint-Marin et Monaco. L'année suivante, l'Alsacienne a réitéré son opération avec les drapeaux d'Amérique. Le drapeau-rama avait été remplacé par l'Américo-rama, un grand livre qui s'ouvrait pour laisser apparaître une carte de l'Amérique faisant face à une représentation de la Santa Maria de Christophe Colomb voguant sur l'océan, autour de laquelle on disposait les drapeaux. Cet Américo-rama était également doté d'une extension destinée à recevoir 4 drapeaux, mais je ne me rappelle pas lesquels. Je crois revoir un drapeau de la Santa Maria sans en être certain. À propos de la Santa Maria, Michel Lequesne, grand spécialiste de Christophe Colomb et traducteur de son journal de bord, et qui fut également un ami,
affirme que les 3 navires de Christophe Colomb portaient les noms de guerre de 3 prostituées. La Pinta, la peinte, la maquillée, la Niña, la petite, la gamine, et la Maria Galante, la Marie Galante, qu'on a pudiquement rebaptisée pour la postérité Santa Maria. Dans son journal de bord, Colomb ne la nomme jamais, alors qu'il le fait volontiers et fréquemment. Des 2 caravelles qui l'accompagnent, il n'évoque son embarcation que sous le nom de Nao, nef, vaisseau amiral. Et comme la dite Nao n'est pas revenue en Espagne, puisqu'elle a fait naufrage la nuit de Noël 1492, force nous est de nous en tenir bien docilement au nom plus respectable qui nous a été transmis. Une aventure similaire est arrivée à la rue du Petit Musc, dans le 4e arrondissement. On la trouve dans des textes du XIVe siècle sous les noms de rue Pute-Imuse, la pute s'y promène, ou Pute-Imuche, la pute s'y cache, et l'on a sans doute considéré qu'une telle appellation était insultante pour ses habitants. Je ne suis pas allé sur la Lune, mais cette année-là, je suis allé à la montagne en classe de neige. 2 classes, provenant de 2 écoles de ma ville, avaient eu ce privilège. Classe de garçons, car 68 n'était alors qu'une année à venir, et la mixité à l'école un délire vaguement anarchisant. Le matin, nous avions cours avec notre institutrice, Madame Berthe. Ces cours ont une odeur particulière que je suis incapable de décrire, mais qui différait de celle de mon école. Ils ont aussi un contenu particulier. Je pense que nous faisions des activités plus simples, plus ludiques. Nous utilisions peut-être un support ressemblant au cahier de vacances. Nous avons peut-être rempli une sorte de journal de bord, avec dessins, images collées, comptes rendus d'excursions. L'après-midi, nous avions des activités sportives avec nos professeurs de gymnastique, messieurs Bohara et Bonvin. Prononcez leurs 2 noms l'un après l'autre sans copule, et vous constaterez qu'ils étaient faits pour se rencontrer. J'y ai passé ma première étoile de ski. Par la suite, je n'ai plus jamais fait de ski. Je garde également de ce séjour un grand souvenir de lecture, Moby Dick. Nous avons le droit de lire un peu le soir, après nous être mis au lit. Je suis allongé à côté de mon meilleur copain d'alors. Je sais que c'est lui parce que ma mémoire n'émet pas le moindre doute à ce propos, mais j'ai totalement oublié son nom et son prénom. Je suppose que j'ai entre les mains une adaptation du roman à l'intention du jeune public. Je ne serais pas venu à bout du texte complet, et n'ayant jamais retrouvé ce volume chez moi, qu'il m'a été prêté par l'institutrice ou fait partie de la bibliothèque du centre qui nous accueille. Après l'extinction des feux, je raconte à mon voisin ce que je viens de lire, et nous nous endormons tous deux, enfin pour moi c'est sûr, mais en ce qui le concerne je ne peux que le conjecturer, sur des images infinies d'océan, de courage viril et de sang tachant une peau indûment blanche. Au retour, j'ai vécu une étonnante petite histoire d'amour. Dans le train de nuit, nous n'avions pas droit aux couchettes. J'étais donc assis à côté d'un garçon de l'autre école qui, ne se sentant pas bien, ne parvenait pas à s'endormir, tandis que tous les autres enfants naviguaient dans leurs rêves, qui d'exploits sportifs, qui de tendres retrouvailles avec leurs parents, qui de grands trous incolores et muets ne laissant au réveil aucune trace dans le cerveau. Quand la sueur a commencé à perler sur le front de mon voisin, je lui ai pris la main. Quand il s'est levé pour se rendre aux toilettes, je l'y ai suivi. Pendant qu'il vomissait, je lui tenais le front comme le faisait maman pour moi quand j'avais une crise de foie. Nous nous sommes rassis, la main dans la main. Je suppose que nous avons fini par nous endormir, mais l'image qu'a gravée mon cerveau est celle de 2 garçons de 9 ans, main dans la main, veillant, tandis que tout dort, sans qu'un seul mot soit échangé de toute la nuit. Une chanson n'a pas cessé de me trotter dans la tête. Ce n'était pas Telstar, qui d'ailleurs n'était pas encore composée puisque la classe de neige se situait probablement en février ou en mars, alors que le lancement du satellite a eu lieu le 10 juillet. Je ne vous révélerai pas le titre de cette chansonnette, je ne sais pas pourquoi. Je la garde pour moi et pour mon camarade malade. Le matin, nos parents venaient nous récupérer dans l'autre école, l'école Roger Salengro, où on nous servit, en les attendant,
Un petit déjeuner dont j'ai encore sur la langue et contre le palais le goût des tartines beurrées et du chocolat chaud. J'ai surtout dans les yeux l'image du garçon, l'image d'un garçon, car j'ai totalement oublié ses traits, avec lequel je partageais un secret qu'il m'est bien difficile de ne pas qualifier d'amoureux. J'ai un autre souvenir homosexuel. Ce terme convient-il bien aux émois indéterminés, à la confusion des sentiments qui caractérisent le pervers polymorphe dont parle Freud, que je situe 1 an plus tard, très précisément le dernier jour de l'école communale, c'est-à-dire selon toute vraisemblance, le vendredi 28 juin 1963. Pour la fin des classes, on nous avait projeté dans le préau de l'école du Minguy un documentaire sur les chenilles processionnaires, peut-être suivi d'un film un peu plus ludique quand même. Puis ce fut l'adieu. On nous souhaita bonne chance pour la suite de notre scolarité, au lycée pour certains, ceux qui, comme moi, ou plus précisément comme mes parents, envisageaient des études longues jusqu'au baccalauréat et plus si affinité, au collège pour ceux qui comptaient s'arrêter au brevet qui, à l'époque, était un vrai diplôme permettant d'accéder à un métier, ou dans le même établissement pour ceux qui, après 2 ans de fin d'études, comptaient obtenir le certif et s'adonner à une profession manuelle ou technique. Il y avait eu un goûter, et en rentrant chez moi, j'étais accompagné par un camarade, dont je pourrais probablement retrouver le nom si je m'en donnais la peine, et si cela avait la moindre importance. Excités sans doute tous deux par la perspective de ne plus nous revoir, nous avons joué tout au long du chemin à nous cribler de baisers sur les joues. Il était plus grand que moi, ce n'était pas difficile, j'étais toujours le plus petit de ma classe ou presque, et je devais me hausser sur la pointe des pieds pour que mes lèvres puissent atteindre leur cible. Je ne crois plus avoir été jamais attiré par un garçon.